Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Pour ce numéro, que diriez-vous de partir à l'aventure? Une aventure pleine de mystères et de héros grecs, tout droit sortis des récits d'Homère, vous attend au musée du Louvre-Lens dans une exposition exceptionnelle consacrée aux poètes grecs. L'aventure, c'est aussi découvrir de nouvelles disciplines et nous avons la chance, dans les Hauts-de-France, d'avoir le Vidéo Mapping Festival, l'occasion rêvée de découvrir de nouveaux talents. Enfin, le Palais des Beaux-Arts de Lille est l'exemple même du musée qui se réinvente. Alors nous assisterons à la réintégration des plans reliefs dans leur salle d'expo après 10 mois de restauration. Aujourd'hui, les super-héros sont Iron Man, Hulk ou encore Wonder Woman. Mais avant eux, il y a eu Achille et Ulysse. Ces héros de l'Iliade et l'Odyssée sont attribués à Homère. Et celui qu'on nomme le prince des poètes, de par son influence sur la plupart des artistes durant les siècles, est le héros de la nouvelle exposition du Louvre-Lens. 250 œuvres sont venues du monde entier et l'agenda était aux premières loges quand il a fallu les installer. Le Louvre-Lens l'affirme, ce sera l'une des expositions les plus ambitieuses jamais consacrées à Homère, le grand écrivain de l'Antiquité. Nous tenions donc à vivre l'effervescence du chantier pour comprendre comment le musée nous donne à voir 36 siècles d'œuvres d'art qui ont inspiré Homère ou qui ont été inspirés par ses récits. Toute la question, c'est de savoir si on peut mettre un spot dessus ou pas avec à cette intensité-là. Pas au-delà de 55. 45,3. Donc là, on rajoute un projecteur et puis, Ouais. voilà, on évitera le côté pas éclairé. Je lui ai vendu aussi ça. C'est-à-dire que c'est dommage de ne pas le voir. Après, je comprends, elle me dit qu'il a déjà été prêté. Ouais. Donc voilà, elle ne voudrait pas non plus les seins très fragiles. Voilà, c'est beaucoup de trucs comme ça, hein, d'aller-retour dans tous les sens. Quand on a l'œuvre, on n'a pas le convoyeur. Quand on a l'œuvre et le convoyeur, on n'a pas les hommes. Et quand on a les hommes, enfin... Parmi les 250 œuvres qui arrivent du monde entier, le Louvre-Lens vient de recevoir un tableau du 19e siècle en provenance de la Walker Art Gallery de Liverpool. Tu bloques là, Seb. Voilà. T'as une poignée, hein. Ouais. Le décaissage s'est très bien passé. D'habitude, on pose souvent les tableaux à plat sur une table pour pouvoir enlever les matières protectrices et vérifier que rien n'est tombé à l'intérieur. Ça peut arriver, souvent de la dorure, des morceaux de bois, etc. Ici, l'œuvre était beaucoup trop lourde. C'est pour ça qu'ils ont enlevé d'abord le plastique et qu'on l'a reposé sur mousse. Ramène ici, vous, Olivier. Sachant que l'œuvre est sous verre, donc on n'a pas trop de crainte de soulèvement de couches picturales, etc. L'œuvre est quand même bien protégée. Donc là, le principe, c'est qu'on va d'abord l'installer, parce que l'installation est assez compliquée du fait du poids, des attelles à poser pour soulager justement le cadre. Et avec mon collègue qui vient de Liverpool, on va faire le constat après installation. D'habitude, c'est quand même l'inverse. On constate avant et on installe. Merci. Non, c'est très bien. Super. Thank you again for the... La problématique sur ce genre de tableau, quand on voit à peu près les tailles qu'on a, c'est qu'on ne sait jamais véritablement la taille du cadre. Parce qu'en fait, la question du poids dépend essentiellement de son cadre. Vous l'avez vu, il est quand même très très massif, il est en bois, etc. C'est lui qui fait l'essentiel du poids de l'œuvre. On accompagne. Faut le lever un peu. On lève un peu pour monter les griffes. Ouais, c'est pas mal. Et bonne.
Non, il me paraît bien. Honnêtement, il me paraît bien. C'est bien, les gars, du premier coup. On essaie d'anticiper toujours au maximum. Les problèmes, pour se préparer, en avoir le moins possible, mais c'est nature courante d'avoir des problèmes sur le chantier, des choses qui s'ajustent mal, il faut recommencer. Parfois, des verres vont un petit peu se fissurer, donc il faut changer les verres. Antoine, notre monteur-installateur, a refait beaucoup de socles parce qu'en fait, les œuvres, on n'avait pas vraiment la vision 3D comme il fallait, donc elles sont arrivées plus petites, donc il faut les rehausser, les réajuster. Mais on a toujours des restaurateurs présents sur les chantiers, justement, en cas de sinistre. Et s'il y a ce qu'on appelle des maquillages à apporter aux œuvres, ça a déjà été le cas sur quelques sculptures. Et certaines peintures vont avoir quelques maquillages de dorure sur leur cadre parce que ce sont des altérations régulières, qu'un petit peu de dorure tombe. Donc on maquille pour l'exposition pour avoir une esthétique parfaite le jour du vernissage. Si vous voulez désormais comprendre le rapport entre ce tableau et Homère, rendez-vous au Louvre-Lens pour ce nouvel événement d'envergure internationale. Il s'agit de la plus grande exposition jamais représentée en France sur Homère et nous allons l'explorer avec vous. Luc Pirala, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de cette exposition. Avant toute chose, quel est le tableau qu'on a vu à la fin du reportage ? Alors, le tableau qu'on vient de voir est un tableau de la fin du 19e siècle, peint par un artiste qui s'appelle Louis-Édouard Fournier et qui représente les funérailles de Shelley. Alors, ses amis poètes vont pas l'enterrer, mais l'incinérer comme un héros antique, comme en fait le décrit Homère. Et donc c'est une manière de voir comment Homère est un maître de vie, mais aussi un maître de mort en quelque manière, et qu'au XIXe siècle, il y a des grands artistes, des grands poètes qui ont voulu quelque part honorer leurs compatriotes avec ces funérailles à l'antique, à l'héroïque, à l'Homère, à l'homérique. Alors pourquoi une exposition sur Homère en 2019, ici au Louvre-Lens ? Au travers les thèmes qu'il a abordés, que ce soit la guerre, que ce soit ses voyages très longs, ses épopées, il y a quelque chose qui parle encore à l'homme actuel, malgré effectivement la distance qui nous sépare des temps qui sont racontés. Effectivement, la guerre est toujours quelque chose d'actuel, la question du devoir par rapport à cette guerre, le dilemme qu'il peut y avoir entre pour un héros de défendre sa famille, mais de quelque part l'abandonner, quelque part mourir, comme on peut le voir dans les funérailles d'Hector et d'Andromaque, sont encore des choses qui parlent à beaucoup. On est toujours là avec Homère, entre un poète du sentiment, des grands sentiments humains, de la guerre, de l'aventure. Et Ulysse est un personnage qui continue de fasciner encore aujourd'hui. Et les monstres qui nous sont contés dans Homère, les sirènes, les cyclopes, ont vraiment nourri notre imaginaire encore aujourd'hui. Si vous voulez, je vous dis les cyclopes, je vous dis les sirènes, vous allez pouvoir avoir une image. On visualise très bien. Quels critères avez-vous retenu pour choisir telle sculpture, telle peinture ? Comment s'articule finalement la visite ? On a quand même voulu donner aux gens ce qu'on cherche quand même quand on va voir Homère, c'est-à-dire vraiment les histoires et les personnages, à travers deux fleuves quelque part, donc une nef sur l'Iliade, une nef sur l'Odyssée, et puis une nef sur l'entre-deux, ce qu'on appelle les poèmes du cycle en fait. Tous ces épisodes qui ne sont pas vraiment dans Homère, mais qui font partie de l'histoire, Jugement de Paris, Enlèvement d'Hélène, et puis le fameux Cheval de Troie, qui est évoqué quand même de manière très détournée dans l'Odyssée. Donc ça, on voulait vraiment le mettre en avant. Alors, monde imaginaire ou pas, on est tenté de faire le rapprochement entre les héros grecs d'il y a 30 ans et les super-héros d'aujourd'hui. Le musée du Louvre-Lens a réuni Achille, Ulysse, Spider-Man et Hulk. Le public a répondu présent et s'est déguisé le temps d'un week-end de super-héros. Je suppose que vous venez visiter l'exposition Homère, donc qui est gratuite pour les super-héros aujourd'hui et demain. Ok, merci beaucoup. Bonne visite. Merci à vous. Inviter des super-héros au Louvre-Lens, l'idée est audacieuse, mais pas complètement absurde. Hercule, Achille, Ulysse et tous les héros mythiques créés par Homère y sont déjà. Et même s'ils ont 3000 ans, ils arrivent encore à attirer les fans. Batman peut vaincre Hercule sans souci. Si je devais en choisir un, je dirais Persée. Persée, ouais. Pourquoi Persée parce que il y a plein de choses en fait, d'interactions qui ont lieu avec les dieux. En tuant la Gorgone, Méduse,
Et il a donné naissance à Pégase, et ce cheval est quand même assez cool. Enfin bref, il a rencontré Athéna, il a aussi une histoire avec le Kraken, tout ça, enfin libérer une ville. Bon, ça s'est mal terminé plus tard, mais toute son histoire est assez sympa. L'histoire avec Achille, à qui on enlève Briséis, du coup qui fait plus ou moins la grève. Enfin, ça c'est des choses que par contre je connaissais pas. Et la source, enfin le tableau, j'ai même mis le grand tableau là-bas avec la source de la source, avec l'histoire des pommes où il donne les 3 pommes. Et en fait, en fin de compte, c'est un peu les dieux qui se jouent des humains et qui déclenchent la guerre. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout compris avant de venir. Achille, Ulysse, ce sont les grands-parents des super-héros qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'ils connaissent les mêmes étapes, ils doivent passer par les mêmes types d'épreuves, ils ont les mêmes rituels à passer dans leur existence, dans leur histoire, pour devenir en fin de compte des héros. Donc c'est une exposition qui ravit le public, d'autant plus que les enfants apprennent encore beaucoup aujourd'hui Homère à l'école, et souvent ce sont eux qui amènent leurs parents avec eux, donc ils ont une version illustrée en grand dans cette exposition de ce qu'ils ont pu voir aussi à l'école. Donc c'est une formidable façon pour eux de partager aussi avec leurs parents des choses qu'ils connaissent, et puis des choses que les parents connaissent aussi bien sûr. Et par la grande vague, eh bien c'est effectivement possible. Il ne faut jamais oublier que les objets qui sont dans les musées, les œuvres d'art, les statues, les peintures, ce sont les reflets de la vie, ce sont les reflets d'artistes qui ont vécu leur époque, qui ont vécu leur histoire et qui en fin de compte racontent des choses qui sont là depuis toujours dans l'humanité. Donc il n'y a aucune raison que ça ne parle pas à tout le monde. Chacun peut être touché à sa manière par les œuvres et chacun peut les interpréter. Luc Pirala, ce genre d'initiative comme le week-end super-héros, ça permet d'attirer un public de plus en plus large. C'est un sujet qui nous paraissait véritablement proche de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire à la fois quelque chose très sérieux, vous voyez, de la plus haute culture, mais en même temps qui peut être décliné, montré, et j'allais dire vécu d'une autre manière. On est toujours dans un besoin de héros, à la fois chez Homère et encore aujourd'hui. Force en est le pouvoir d'attraction, effectivement, des comics et des super-héros, et de ce besoin d'identification qu'on a encore aujourd'hui à travers ces figures un peu tutélaires, quoi. Quelle est pour vous l'œuvre qui symbolise Homère ou qui symbolise l'influence d'Homère sur l'art ? Alors dans l'exposition, comme vous l'avez dit, on a voulu vraiment montrer à quel point il y avait un désir d'Homère constant. Et une des œuvres un peu iconiques véritablement de l'exposition, c'est le portrait de Victor Hugo par Léon Bonnat. C'est un portrait quasi officiel où on le voit assis, accoudé sur un gros volume. Et le gros volume, c'est Homère. En fait, il y a une histoire entre Victor Hugo et Homère, et Victor Hugo à la fin de sa vie est le Homère contemporain, quoi. C'est pour tout le monde. Voilà. On est bien d'accord. Merci Luc Pirala. Merci beaucoup. Il n'est pas rare pour des œuvres d'art de partir en restauration, mais quand il s'agit des plans reliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille, l'opération embellissement dure 10 mois. Alors, comment optimiser cette longue période d'attente ? Tout simplement en intégrant le public à cette étape importante, en lui permettant, par exemple, de découvrir l'atelier de restauration. Le musée a eu une idée de génie. Retour en images sur la réintégration des plans reliefs au Palais des Beaux-Arts de Lille. Les plans reliefs pour le 521, s'il vous plaît. On va bloquer l'accès quand on a atteint la jauge maximum de personnes autorisées. Merci. Comment donc le Palais des Beaux-Arts a-t-il pu transformer des maquettes vieilles de plusieurs siècles en stars incontestées du musée ? La réponse se trouve en partie dans l'attention portée au public à chaque étape du grand plan de restauration. Petit retour en arrière. Même pendant les 10 mois de fermeture de la salle, l'atelier de restauration était visible grâce à de grandes baies vitrées. Et près de 5000 personnes ont profité de visites sur mesure au cœur du chantier. Tous les plans sont représentés en théorie au 1/600e, mais à tourner,
La cathédrale, en particulier le beffroi, c'est 1/400e. C'est toujours un moment privilégié où on peut approcher ces maquettes, surtout les morceaux qui sont au centre de ces maquettes, qui sont inaccessibles. C'est une découverte, on voit effectivement tous les détails, on voit en finesse les matériaux, on voit la réalisation de ces maisons. Ouais, je crois que le public ressort toujours très satisfait de ces visites. Il y a quand même un engouement, il y a aussi toute une volonté de la part du musée de faire connaître cette collection, qui est une collection un peu rigoureuse, un peu austère, mais de la rendre beaucoup plus accessible. Le musée a donc gagné son pari. Les plans reliefs continuent de fasciner les humains et les humaines du XXIe siècle. Regardez, ça s'est allumé là-bas en fait. C'est génial! Et du coup, le Palais des Beaux-Arts, il est là. Nous, on vit dans la ville actuelle et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit. Ça nous permet de nous repérer, de nous voir un peu l'avant-après et tout. C'est rigolo en fait, c'est plus interactif et tout ça. On visualise beaucoup mieux en fait. On se rend compte de comment c'était avant qu'on arrive. C'est ça le Palais Rio. Ça, c'est la grosse église. Ça, c'est la grande place. Ça, c'est quoi? L'île Insula. La ville de Lille vient de Insula qui veut dire île en latin. D'accord. Oui. C'est juste ça qui est sur le plan. C'est absolument méconnaissable. On voudrait s'approcher encore un peu plus, mais bon, c'est pas possible. Il faut préserver les maquettes, mais sinon c'est extraordinaire. Avec la tablette, on a la sensation de pouvoir toucher un peu la maquette, quoi. L'objectif premier, c'est le public, ce sont les visiteurs. Moi, je suis très émue aujourd'hui parce que ça a été une aventure très collective avec une équipe vraiment renforcée, soudée, présente, 15 restauratrices. On a tenu le marathon et donc aujourd'hui, c'est l'achèvement de quelque chose, mais c'est surtout le démarrage du département avec ses visiteurs. Tout a été pensé pour passionner le public. Des textes poétiques à l'éclairage, des médiatrices aux outils numériques de pointe, chacun peut désormais se projeter de l'autre côté de la vitre, à l'intérieur de ces maquettes uniques au monde. Lors de la soirée d'ouverture du Video Mapping Festival, Lille est devenue une ville de lumière. Les curieux et les adeptes de cette nouvelle discipline ont pu parcourir une boucle de 3,5 km dans la métropole lilloise et ainsi découvrir une vingtaine de créations d'artistes venant de tous horizons. Alors on retrace le parcours entre l'Opéra, le Palais des Beaux-Arts, sans oublier la gare Lille-Flandre. Et il n'y a pas de doute, c'est beau une ville la nuit. Quand les façades prennent vie, les rues grouillent de monde. À Lille, le lancement du 2e Video Mapping Festival a connu un succès colossal. L'occasion pour nous de retrouver Momoko, que nous vous avions présenté le mois dernier en pleine création. C'est très stressant de voir tout ce monde-là qui vont regarder mon truc, quoi. C'est ça qui est stressant. Non, c'est cool qu'il y ait autant de monde, hein. Il y en a qui filment, ça me fait plaisir quand même. C'est la première fois que je fais du mapping, donc je vois ce qui marche pas, c'est très intéressant. C'est impressionnant, mon fils il a eu peur. Il a dit maman j'ai eu peur et tout, donc ça marche. La recette du succès ? Une vingtaine de créations disséminées dans des lieux emblématiques et élaborées par des artistes, des étudiants et même des enfants de la région. Maman, regarde bien, ça va peut-être être le mien. Croise les doigts, mon chapeau. Avec une thématique sur les séries, la façade de l'Opéra célébrait en beauté la fin du festival Sérimania.
D'autres mappings présentaient des systèmes interactifs avec modification du son et de l'image en direct, comme celui des étudiants de Cambrai. C'est pas seulement on va le montrer à nos professeurs, mais on va le montrer à un vrai public. On va s'investir dans quelque chose de réel en fait. De la visibilité en temps réel, et c'est pas dans toutes les écoles. Je pense qu'on a une option expérimentale qui s'offre à nous. Et c'est une école où on expérimente énormément et on a eu la chance pour la première année de faire ça. Voilà. C'est impressionnant, c'est assez immersif en fait. Quand c'est vraiment bien intégré avec le monument, on oublie en fait qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un bâtiment. On a vraiment l'impression de voir une image qui s'anime réellement. Ça fait vivre la ville, au moins il y a du monde, on voit bien ça. Je disais c'est presque aussi nombreux que la braderie de Lille. On fait le coup, il pleut pas, il fait beau, et c'est bien pour représenter les monuments de Lille. Le 29 mars a eu lieu l'inauguration du Vidéo Mapping Festival à Lille. Et jusqu'en août, le festival va voyager dans tous les Hauts-de-France. On va savoir tous les détails avec vous. Antoine Magnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des rencontres audiovisuelles et le créateur du Vidéo Mapping Festival. Alors, nous sommes installés aujourd'hui dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Douai parce que la ville participe au festival à la fin du mois. Tout à fait. Même l'Aglo participera au festival et on a 3 villes simultanément fin avril, le 26 et 27. Donc ici, hôtel de ville de Douai, donc dans la cour en immersif, en U. Donc ça va être une configuration un peu particulière. Le public sera dans la cour et sera complètement immergé dans le mapping. Et simultanément, l'église d'Arleux et le château Bernicourt de Rovarandin. Donc il y a des bus qui feront la navette. Donc on pourra sur la soirée découvrir les 3 villes et les 3 mappings. Alors quand on sait qu'une création est pensée pour un bâtiment particulier, pour une architecture bien précise, comment on organise ces manifestations sur toute la région ? Alors d'abord, on demande quel territoire souhaite y participer. Donc il y a des villes, des agglomérations qui se positionnent et qui souhaitent accueillir une étape du festival. Et ensuite, on travaille à chaque fois localement sur le choix du bâtiment, le choix de la configuration du mapping. Et ensuite, on a une création spécifique à chaque fois, puisque le mapping, c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour un bâtiment ou un objet ou en immersion quand on est dans une salle. Donc ça veut dire à la fois une création graphique qui va épouser les volumes du support et un sujet qui est pensé vraiment localement. Donc on est vraiment sur une création située et spatialisé par rapport à chaque étape. Donc des créations uniques à chaque étape du festival. Donc forcément, par exemple, Momoko Seto, qui a travaillé particulièrement sur la gare Lille-Flandre, son œuvre, par définition, ne pourra pas être projetée ailleurs. Le sujet souvent est pensé pour, je sais pas, par exemple l'histoire d'un bâtiment, donc c'est adapté. Après, on peut avoir des éléments graphiques, des concepts qui sont adaptés sur un autre bâtiment. On peut recycler une image. Voilà, on peut recycler certaines choses, mais la création va devoir quand même être faite à chaque fois. La deuxième édition a donc été lancée. Quelle est la différence ou qu'y a-t-il de nouveau par rapport à la première édition ? Alors, pas de révolution, on garde le même concept, donc un lancement lillois, une itinérance en région, un temps professionnel également sur le démarrage. Donc on est plutôt à peaufiner, monter la qualité de l'événement, et voilà, mais on est assez proche de l'année dernière. Et il y a toujours cette volonté de faire des ateliers. Pourquoi c'est important pour vous ? Alors on va en effet à chaque fois mêler des créations professionnelles, des créations issues de résidence, des workshops avec des étudiants d'école supérieure et des ateliers d'éducation à l'image. C'est important pour nous d'avoir cet outil qui est à la fois une façon de faire de l'éducation à l'image et aussi de créer un lien en population. C'est un atelier participatif. Les enfants vont pouvoir finalement comprendre ce que c'est que le mapping, devenir les ambassadeurs de l'événement, venir voir ce qui a été fait, partager avec des proches. Alors vous avez fait intervenir des grands noms du mapping pour des conférences. Comment est perçu le mapping à la française ? Alors il y a une French Touch dans le mapping, comme dans d'autres secteurs. Il y a pas mal de secteurs artistiques où la France est identifiée pour avoir une approche un peu particulière. Dans le mapping, on a en plus des pionniers du mapping qui sont français. Donc voilà, la France garde une image très positive sur le mapping, à la fois pionnier et une façon un peu innovante de travailler le mapping. Alors Béthune, Douai, Maubeuge, Arras et plein d'autres villes participent au Vidéo Mapping Festival. Pour avoir tous les renseignements, on se dirige vers quel site ? Il y a le site internet videomappingfestival.com. Merci beaucoup Antoine Magnier. Merci.
Avant de se quitter, place au coup de cœur du mois et je les ai choisis très colorés parce que nous avons besoin de rêver direction l'Eldorado. Ce pays fabuleux à l'époque des conquistadors est aujourd'hui un festival débordant d'énergie qui démarre avec la parade d'ouverture le 27 avril et qui s'étendra sur tout le territoire pendant 8 mois. L'invité d'honneur cette année, le Mexique. Parce qu'on a besoin de douceur, prenez vos places pour aller applaudir Shawn Booker. L'incroyable vocaliste de Columbus, en tournée exceptionnelle en Europe, passe par la Maison Folie Beaulieu à l'Homme. Vous voyagerez entre le gospel, le blues et la soul le 25 avril. Parce qu'on a aussi besoin de féerie, laissez votre âme d'enfant s'émerveiller dans la forêt bleue. Cet opéra entrelace les contes et réunit le petit chaperon rouge et le loup, l'ogre et le petit poucet ou encore le prince et la princesse. Les séances publiques se jouent à l'atelier lyrique de Tourcoing du 24 au 28 avril. Et parce qu'on a tous besoin d'évasion, partageons le voyage autour du monde d'Hervé Di Rossa. L'artiste expose ses trésors à la banque à Béthune. On y découvre des œuvres produites au Cameroun et au Portugal et on est submergé par sa création riche, dense, expressive, emplie d'humour et surtout très colorée. Je vous laisse avec ce beau programme et en attendant le mois prochain, si vous aussi vous voulez être un héros, suivez les conseils de Maximus. Ce qu'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.